Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. Je vais me présenter, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai aussi été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les étudiants en troisième année de licence de gestion, pour être précis. Euh, donc c'était le cours Basic of Strategy. C'est moi qui va être du coup votre animateur pour cette petite conférence. Sachez que la conférence, elle est enregistrée et que vous recevrez le replay de la conférence demain. Je vous enverrai aussi les slides, ce qui fait que bah, voilà, vous n'avez pas besoin de prendre en photo les slides, vous aurez tout demain sans souci. Pendant la conférence, je vais faire une présentation qui va durer une quarantaine de minutes où je vais vraiment tout bien vous expliquer sur les concours. Et je vais prendre le temps aussi de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, pardon. Et à la fin de la partie présentation, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions dans l'ordre, j'en éluderai aucune, donc il n'y a aucun souci. On va tout d'abord commencer en parlant des différents types d'études que vous pouvez faire quand vous souhaitez faire des études de management. En fait, quand vous souhaitez faire des études de management, vous avez plusieurs options et faire une école de commerce, c'est juste une option parmi d'autres. Déjà, quand vous souhaitez faire une école de commerce, vous avez deux choix, faire une école de commerce post-bac ou faire une école de commerce post-prépa. Les écoles de commerce post-bac, il en existe trois types. Des écoles en 3 ans, c'est les bachelors. Des écoles en 4 ans, c'est les BBA. Et des écoles en 5 ans, ça s'appelle souvent PGE, Programme Grande École. En France, on n'a pas beaucoup, on a très peu en réalité de bonnes écoles en 3 ans, de bonnes préparations type management en 3 ans. Je dirais que les deux meilleurs, c'est le bachelor de l'ESCP, qui est très international. Ils cherchent à l'ESCP des étudiants qui sont bons en maths, en gros, qui sont très forts en langue et qui ont envie de faire des études très internationales, vu que vous allez faire 2 ans sur 3 à l'étranger. Ok. C'est pas un parcours que j'adore, même si c'est un parcours qui est assez sélectif. Donc, ça veut dire que ça attire quand même des bons étudiants. Mais c'est pas un parcours que j'adore parce que les retours que j'ai de mes étudiants qui sont passés par le bachelor de l'ESCP, c'est que c'était assez light en termes de cours. Et donc, quand vous payez 15 000 euros l'année, bah, vous avez envie quand même que ça soit pas trop léger non plus. Ok. Donc, on s'amuse bien. On est avec des bons étudiants mais c'est pas c'est très international, mais c'est pas, comment dire, hyper dense en termes de programme. On a un autre programme aussi en 3 ans qui est assez connu et qui plaît assez bien aux étudiants, c'est l'ESDEM de Schema. Quand vous faites l'ESDEM de Schema, le but c'est de faire 3 ans à Schema et ensuite faire ce qu'on appelle des admissions sur titre. Donc encore un concours que vous passez pour entrer en école de commerce en programme grande école. OK? Et ça vous donne accès à des écoles qui sont accessibles normalement que post-prépa. Mais avec ce type de parcours-là, vous n'irez pas dans les meilleures écoles de commerce non plus. Il ne faut pas rêver, vous n'irez pas dans le top 5 hein, après l'ESDEM. Ou en tout cas, sauf exception. OK? Euh, Sinon, les autres parcours en 3 ans, honnêtement, en France, ils ne sont pas exceptionnels. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les parcours en 4 ans. Les parcours en 4 ans, comme les parcours en 3 ans, donc comme les bachelors, ça donne un grade de licence. Ça veut dire que vous faites une année de plus, mais vous n'avez qu'une licence. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a deux diplômes. Il y a la licence en 3 ans, le master en 5 ans. Donc, quand vous faites 4 ans, vous avez l'équivalent d'une première année de master, mais pas la deuxième année. Donc, vous n'avez pas le diplôme de master. Donc, si vous faites un BBA en 4 ans, le BBA, c'est calqué sur ce qui se fait dans le modèle, dans le monde anglo-saxon où les études se font en 4 ans. Pour l'international, c'est très bien. Pour la France, il faut toujours rajouter une cinquième année. Vous n'avez pas besoin de rajouter 2 ans, vous avez besoin de rajouter une seule année. Parce que votre Votre diplôme, c'est une licence, mais vous avez aussi les crédits ECTS pour la quatrième année. Et donc, il vous manque juste une année que vous pouvez faire à la fac ou en école pour valider un diplôme en 5 ans. Pour le coup, même s'il ne faut pas s'arrêter au bout des 4 ans, en France, on a des très bons BBA. Le meilleur BBA qu'on a en France, c'est le BBA de l'ESSEC. Il est très sélectif, il est d'un très bon niveau et il est dans le concours Sésame. Tous les meilleurs BBA en France sont dans le concours Sésame, à l'exception d'un seul BBA qui est très bien. C'est le BBA de l'EDEC qui est hors concours. Sinon, les autres, EM Lyon, Schema, Neoma, c'est dans le concours Sésame aussi. Et SEC. OK. Donc, si vous voulez faire un BBA en 4 ans, vous êtes quasiment obligé de passer par le programme. euh, Enfin, si vous voulez faire un bon BBA, vous êtes quasiment obligé de passer par le concours Sésame. Ensuite, vous avez les programmes en 5 ans. Les programmes grande école, c'est équivalent au programme. C'est les mêmes programmes que ceux qu'on fait quand on est en classe prépa.
Sauf qu'au lieu d'avoir 2 ans de prépa, c'est comme si on avait 2 ans de prépa intégrés avant. Donc les programmes en 5 ans, contrairement aux programmes en 4 ans ou en 3 ans, vont être plus théoriques parce qu'on a plus de temps. Et donc les 2 premières années, ça va nous permettre de développer des matières comme la sociologie, les statistiques, les mathématiques, etc. Donc on va développer ces fondamentaux en ayant quand même quelques cours type école de commerce, hein, évidemment. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans la partie école de commerce à 100% à partir de la troisième année. Et ensuite, on va se spécialiser en M1, M2. Et à la fin de notre programme grande école, on a un diplôme en 5 ans type M2. OK? Les meilleurs programmes grande école de France en post-bac, ils sont dans les concours Access et Sésame. C'est l'IESEG le meilleur. Et en 2, on a l'ESCA. En 3, en 3, on a l'EM Normandie. 2 et 3, c'est à peu près du même niveau, l'ESCA et l'EM Normandie. Donc, c'est dans les concours Access et Sésame. Donc, en gros, quand vous voulez faire une bonne école de commerce en post-bac, vous n'avez pas trop de choix. Sauf exception, c'est Access ou Sésame qu'il faut faire, ou les deux. OK? Les écoles de commerce post-bac, comme les écoles de commerce post-prépa, c'est des écoles qui sont privées, qui sont payantes. OK? Donc, ça va vous coûter quand même à peu près 15 000 € l'année. Vous pouvez faire souvent les 2 dernières années en alternance. Donc, vous allez payer, si vous faites ça, que 3 ans. Euh, c'est des études qui sont très professionnalisantes où il y a la partie de stage, elle va toujours être importante et la partie aussi internationale va être très importante. Vous allez faire minimum un semestre à l'étranger, mais vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus si vous le souhaitez. Quand vous êtes dans des écoles de commerce, dans des bonnes écoles de commerce. OK? Donc dans les écoles d'Accès Sésame, quoi, en gros, ou à l'ESCP ou à l'EDEC. Et donc, dans les écoles post-bac, par contre, il y a des très bonnes écoles et il y a des écoles vraiment beaucoup moins intéressantes. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Du coup, ça, c'est la première possibilité. Mais vous pouvez aussi faire une école de commerce après, en fait, avoir fait une prépa. Donc, quand vous êtes sur Parcoursup, vous pouvez postuler à des écoles post-bac, mais vous pouvez postuler aussi en parallèle à des prépas. Les prépas, ça fonctionne de la manière suivante. Vous allez avoir 2 ans de prépa ou 3 ans si vous redoublez. Et ensuite, vous allez avoir 3 ans en école. Et vous avez souvent une quatrième année, ce qu'on appelle une année de césure pour faire des stages. Ok, donc souvent, vous ferez 4 ans dans le supérieur, dans l'école. Donc ça fonctionne comme les écoles post-bac, c'est ce que je vous ai expliqué. Juste, la différence, c'est que après vos 2 ans de prépa, en fait, vous allez passer un concours et vous allez avoir la possibilité d'intégrer les meilleures écoles de France. HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, c'est les 5 meilleures écoles de France en programme grande école. OK? Et ça, c'est uniquement après la classe prépa. OK? Disons, en fait, ça va d'admission classique, c'est ça. Et donc, vous avez aussi d'autres écoles hein, derrière que vous pouvez intégrer, Schema, Neoma, Cage et beaucoup, beaucoup d'autres. OK? Après une prépa. Les meilleures écoles de commerce post-bac, que sont l'ESSEC et l'IESSEC, pardon, ça va être d'un niveau équivalent à peu près à Odense à Nantes, au numéro 6, disons. OK, en post-prépa. Donc, si vous êtes admis en prépa et dans une bonne école de commerce post-bac, eh ben, en fait, il faut regarder combien de personnes rentrent dans le top 5 dans votre prépa. Si vous avez 70% des étudiants qui rentrent dans le top 5 dans votre prépa, ça veut dire que vous avez 7 chances sur 10 d'avoir mieux que ce que vous aviez eu en post-bac. Un petit peu mieux ou beaucoup mieux si vous avez le programme grande école d'HEC par exemple. OK? Si c'est le contraire, mais que vous avez 25% en fait des étudiants de votre prépa, de la prépa qui vous a admis qui rentrent dans le top 5, en fait, ça veut dire que vous avez 75% de chances d'avoir moins bien ou pareil ou équivalent, disons, à ce que vous avez en post-bac, si vous avez une bonne école en post-bac. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre les deux et de comparer. Après, il y a des étudiants qui veulent absolument faire une prépa parce qu'en fait, c'est hyper stimulant intellectuellement, parce qu'ils ont envie de se mettre dans le dur, ils ont l'esprit de compétition et qui se disent j'ai envie de tenter ça, ça m'intéresse. Et il y a d'autres étudiants, il y a plein d'étudiants qui se disent moi, je ne veux pas faire 2 années de prépa, mettre 2 ans de ma vie à la poubelle à faire que travailler et au final à être dans une pression de malade. Donc, ça dépend réellement des gens. Il y en a qui vont adorer leurs années de prépa, il y en a qui vont détester. Et donc, selon la personnalité de l'étudiant, bah, ça peut leur correspondre ou pas du tout. Après, quand on souhaite faire des études de gestion, il y a aussi des voies publiques hein, qui sont possibles, comme l'université. Quand vous êtes à l'université, vous allez faire 3 ans de licence et après, vous postulez en master. Donc, vous n'êtes pas pris automatiquement, vous pouvez postuler en master. Plus vous démarrez dans une bonne licence et dans une bonne université, plus ça sera possible d'accéder au meilleur master plus facilement. Mais vous pouvez démarrer dans une fac qui n'est pas très forte et finir dans un très bon master en étant très très bon dans votre fac. OK? Euh, de l'université, on peut aussi basculer dans les écoles de commerce via des concours en troisième année, ou quatrième année ou cinquième année. Ça peut être aussi possible. C'est ce qu'on appelle les admissions sur titre. C'est juste, c'est pas quelque chose d'automatique, bien évidemment. Et plus vous venez d'une bonne école, plus vous avez
la possibilité d'intégrer enfin, une bonne école de commerce ou un bon master. Euh, c'est beaucoup moins international les universités que les écoles de commerce, à l'exception de Dauphine peut-être. Dauphine, c'est la fac qui ressemble le plus à une école de commerce, franchement. C'est très sélectif. Comme en école de commerce, vous allez avoir beaucoup de cours en tout petits effectifs, alors qu'à la fac, c'est souvent des cours en amphi où vous êtes très nombreux. Vous allez avoir au moins 6 mois international obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans toutes les facs. Mais après, il y a des facs, par exemple, comme la Sorbonne ou Assas, ils ont l'habitude de faire des échanges. Mais ça correspond, ça, c'est pas du tout pour tous les étudiants. Mais ça se fait, ok, de plus en plus d'ailleurs. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est vraiment pas commun. Ok, donc des facs un peu plus petites, un peu moins renommées, disons. Et vous avez moins de périodes de stage. Après, l'autre côté aussi, qui est une grosse différence, c'est la partie administrative entre le privé et le public. Il y a un monde. À la fac, pour avoir votre convention de stage, il faut les supplier, alors que dans le privé, ils sont aux petits soins avec vous. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire aussi des BUT en 3 ans. Donc, les BUT, ça se fait dans les IUT. Et après vos 3 ans de BUT, vous pouvez continuer, par exemple, en faisant un master ou en essayant de faire des concours pour aller en école de commerce. Après un BUT, vous ne pourrez pas aller dans les meilleures écoles de commerce, normalement. Enfin, voilà. Vous n'aurez pas de top 5, il ne faut pas rêver, sauf exception, encore une fois. Et enfin, si vous préférez faire des études courtes, vous faites un BTS en 2 ans. Et ensuite, vous pouvez directement travailler. Si vous voulez prolonger après un BTS, c'est possible, mais plus en fait, enfin, si vous avez l'idée de faire des études longues, commencez pas par un BTS, vous allez vous mettre une balle dans le pied. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que ça, tout est plus compliqué quand on parle d'un BTS pour faire des études plus longues. Ok. Alors, juste, je vais vous demander dans le chat, est-ce que je suis pas trop lent? Rythme, ok. Hop, excusez-moi. Si le rythme il est ok, vous mettez un pouce en dessous du rythme ok. Si c'est trop lent ou trop rapide, n'essayez pas de le dire, n'hésitez pas à le dire, comme ça j'adapte le rythme pour la suite de la présentation. Parce que je peux aussi accélérer hein, si besoin ou réduire la vitesse. Ok, je vois, il n'y a que 3 réponses pour moi, je vous laisse répondre pour être sûr. Vous savez, une fois que c'est fait, c'est bon. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Du coup, comme je vous disais, si vous voulez intégrer une des meilleures écoles de commerce post-bac, en fait, vous n'avez pas le choix, il faut passer par les concours Access ou Sésame ou les deux. Ok. Le concours Accès, il réunit, on peut dire Accès ou Access. Moi, je disais Access avant, maintenant je dis Accès. Il faut dire Accès, mais avant, il fallait dire Access. Donc, bon, vous vous dites comme vous voulez, on vous comprend. Au concours Accès, on a 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. Les trois, c'est des programmes grande école en 5 ans. Et ce qui est intéressant avec le concours Accès, c'est que l'IESEG et l'ESCA, qui sont les deux meilleures écoles du concours de loin, c'est des écoles où il y a énormément de places. Il y a 1200 places à l'IESEG, 1100 places à l'ESCA. À titre de comparaison, dans une école de Sésame, en général, en moyenne, c'est 350 places. 350, 370 places. Allez. Donc, à l'IESEG, il y a l'équivalent en nombre de places de 3 écoles. Et à l'ESCA, c'est pareil. Donc, en fait, les 3 écoles d'Access, quand on additionne toutes leurs places, ça correspond à 7 écoles pour Sésame. OK? Donc, c'est beaucoup. Tous les ans, il y a à peu près 8000 candidats au concours Access. Les épreuves écrites cette année, c'est le 9 avril. Et donc, il y a 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique. Après les épreuves écrites, il y a des épreuves orales. Au concours Sésame, les épreuves écrites, c'est la veille du concours Access, c'est le 8 avril. Il y a 14 écoles pour 17 programmes. Pourquoi 17 programmes pour 14 écoles? Parce que certaines écoles ont plusieurs programmes. Par exemple, Neoma, ils ont un programme en 5 ans et ils ont un programme en 4 ans. OK? Schema aussi, Catch, pardon, ils ont 2 programmes aussi. Le M Normandie aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça que il y a plus de programmes que d'écoles. Il y a des programmes en 4 ans, les BBA, il y a des programmes en 5 ans, programmes grande école. Certains programmes en 5 ans ne s'appellent pas programme grande école. C'est le cas, par exemple, pour Neoma, parce qu'en fait, ils ont un programme qui est spécialisé dans le numérique. Pour leur programme en 5 ans, ça donne bien un grade de master, mais ce n'est pas la même, c'est pas généraliste. OK. Vous avez 6 épreuves écrites, les langues, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. On reviendra dessus juste après. Et donc, vous avez les BBA qui donnent un grade de licence, mais les crédits pour une 4e année, et les programmes grande école en 5. Quand on regarde les classements des écoles, ça, c'est les classements de l'année dernière du Figaro et de l'étudiant. Donc, le classement pour les programmes grande école, c'est le premier. Le classement pour les BBA, c'est le deuxième. Il n'y a aucun classement qui va mélanger les deux types de programmes. D'ailleurs, Neoma n'apparaît pas dans le classement des programmes grande école post-bac parce que, en fait, ce n'est pas un programme grande école, c'est un programme, je vous l'ai dit, un peu spécialisé. Donc, ça ne peut pas apparaître dans le classement. En un, pour les programmes grande école, on a l'IESEG. En deux,
il n'y a pas de débat pour moi. L'ISEG est le vrai numéro un. En 2 et en 3, l'ordre peut changer d'une année sur l'autre, il faut faire attention. Une fois, c'est l'ESCA, une fois, c'est le M Normandie, c'est d'un niveau similaire. L'ESCA, ils sont dans le concours Access, le M Normandie dans le concours Sésame. L'ESCA, ils ont eu une stratégie qui était de dire on ouvre des campus un peu partout en France, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Lyon, à Paris, etc. Et en fait, le fait d'ouvrir des campus un peu partout en France, ça attire des talents qui sont locaux. Donc, les gens qui sont forts et qui sont à côté de Bordeaux, bah, ils vont être intéressés par l'ESCA Bordeaux. Dans la région d'Aix ou de Marseille, ils vont être intéressés par l'ESCA Aix, etc. Et donc, du coup, ça leur permet d'attirer des talents et de monter le niveau de l'école. Le M Normandie, ils ont eu une autre stratégie. Ils ont un campus à Paris, un campus à Caen, mais ils ont ouvert des campus à l'étranger. Donc récemment, ils ont ouvert Dublin, ils ont ouvert l'année dernière Boston, ils ont ouvert Oxford, ils vont ouvrir Dubaï, je crois. Et donc du coup, l'idée, en fait, c'est qu'ils ouvrent des campus là où il y a des très très bonnes universités, où là il y a des grosses concentrations d'entreprises. Euh, Par exemple, pour Dublin, c'est tech. OK? Et donc, du coup, l'idée, c'est que ça leur permet d'avoir un meilleur réseau pour faire des stages, enfin, pour la partie professionnelle, mais aussi pour les cours, parce qu'en fait, les cours, les profs qui vous donnent cours quand vous êtes à l'EM Normandie Oxford, c'est les profs qui sont à l'université d'Oxford anglaise, qui sont des pontes. Et en fait, c'est ça l'intérêt en fait d'avoir ce type de développement. Et donc, ça aussi, ça permet d'attirer beaucoup de talents. En 4, derrière l'escalier EM Normandie, on a le MLV. Le MLV, c'est particulièrement apprécié par les sportifs de haut niveau parce qu'ils ont un programme aménagé pour les sportifs de haut niveau et ce n'est pas les seuls à proposer ce type de programme-là. Pour les BBA, en 1, on a l'ESSEC. En 2 et en 3, donc là, vous avez vu dans le classement, ils ont mis schéma en 3. Moi, je ne vous dis jamais de la vie, c'est schéma le numéro 3. En 2 et en 3, on va avoir plutôt EDEC et EM Lyon dans l'ordre que vous voulez. Donc, soit EDEC en 2, soit EM Lyon en 2. Et le troisième, vous mettez l'autre. OK? Et ensuite, en 4 et 5, pour moi, on a Schema et Neoma. Il faut faire attention avec. Donc, vous voyez, ils sont tous dans le concours Sésame cette fois-ci, sauf EDEC qui est hors concours. Et si on déroule la suite de la liste, c'est pareil, c'est concours Sésame. Il faut faire attention à une chose, c'est que euh, les SEC pardon, c'est que les classements, pardon, excusez-moi, ils évoluent énormément d'une année sur l'autre. Alors que le niveau des écoles, il ne change pas tant que ça. Moi qui suis dans le milieu depuis longtemps, je sais très bien quelles sont les bonnes écoles, quelles sont les moins bonnes écoles. Et tous les ans, c'est les meilleures écoles qui vont attirer le plus de talents, qui vont être le plus dur dans le recrutement, etc. Et donc c'est pour ça que je vous dis, Schema est moins sélectif que le M Lyon. Les moyens mis à disposition pour le M Lyon sont très bons. Et donc, en fait, c'est des formules mathématiques, les classements, ça va prendre en compte plein de critères qui, au final, restent quand même, comment dire, c'est pas des vérités absolues. Donc, il faut faire attention à ne pas regarder que le classement de son année et se dire, ah bah ça, Schema, c'est mieux que le M Lyon, c'est une vérité vraie parce que l'année dernière, c'était le cas. Alors que dans le classement de l'année prochaine, ça sera plus le cas. OK? Fais attention à ça. À titre d'exemple, il y a 2 ans, les decks étaient classés 7e et il y a 3 ans, ils étaient classés premier avec qualité avec les SEC. Dans la vraie vie, ils n'ont jamais mérité d'être d'être premier. Ils n'ont pas du tout enfin, ils ont pas le niveau de l'essai, qui est un écart en réalité. Ils n'ont jamais de la vie mérité d'être septième. Jamais, jamais, jamais. En vrai, c'est le 2 ou troisième meilleur du billet de France. Voilà. Du coup, quand vous souhaitez rentrer dans ces écoles-là, à part les techs, vous êtes obligé de passer par les épreuves. Que ce soit pour le concours Access ou le concours Sésame, vous allez avoir une épreuve d'anglais. Et à Sésame, vous avez même une LV2. Le format, il est très différent entre Access et Sésame. Pour Access, en anglais, vous allez avoir 50 questions avec 4 propositions vrai-faux. Donc là, je vous ai mis un exemple de question avec A, B, C, D. Il faut dire si A c'est correct ou pas. Il faut dire si B c'est correct ou pas. Il faut dire si C c'est correct ou pas. Il faut dire si D c'est correct ou pas. Et ça, c'est une seule question. Vous en avez 50 comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut répondre à 200 propositions, 50 fois 4. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez long déjà, ils ont rajouté 25 questions au format QCM. Et donc, du coup, vous n'avez que 1 heure pour faire ça, ce qui fait qu'il faut aller très très vite dans la résolution des questions. Au concours Sésame, vous avez 40 questions à faire en une demi-heure pour l'anglais et 40 questions à faire en une demi-heure pour votre LV2. Au programme, en fait, dans les langues, ça va être énormément de grammaire et une partie compréhension de texte. OK? Pour préparer les étudiants, nous, à l'épreuve d'anglais au concours Accès Sésame, on fait un stage sur une semaine, soit en décembre, soit en février, c'est vous qui choisissez. Vous êtes 6 parcours, vous pouvez le faire en présentiel ou à distance. Et en fait, on revoit tout le programme de grammaire avec des exercices spécialisés pour chaque chapitre de grammaire.
Et ensuite, une fois qu'on a revu tout le programme et qu'on s'est entraîné aussi sur la technique et la méthodologie pour la compréhension de texte, on fait des sujets complets chronométrés en mode concours blanc. Ok. C'est le même programme pour Access et pour Sésame. La seule différence, c'est qu'à Sésame, il y a quelques questions sur les actualités du monde anglo-saxon en plus. Mais du coup, si vous faites Access, juste Sésame ou les deux, un seul stage d'anglais, ça vous permet de tout voir. Le but d'un stage d'anglais comme celui-ci, c'est pas de devenir bilingue en anglais, c'est juste d'améliorer son niveau de grammaire pour pouvoir répondre de manière beaucoup plus efficace aux questions. Parfois, vous n'avez même pas besoin de tout comprendre dans la question pour pouvoir répondre. En fait, il faut juste faire la bonne concordance des temps, il faut juste connaître le bon verbe irrégulier, il faut juste savoir quand est-ce que quel quantifieur utiliser, etc. Quantificateur, je sais pas. Euh, donc ça, c'est pour les langues. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse et d'analyse documentaire. Alors, juste pour vous dire, la LV2, c'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec nos étudiants parce qu'il y a 10 LV2 au concours Sésame. C'est souvent un petit coefficient. On peut vous donner des exercices pour vous entraîner, mais on n'a pas des profs d'hébreu, d'arabe, de chinois et de russe. OK? Donc, euh, donc, du coup, il n'y a pas la LV2, mais on fait tout le reste avec vous, évidemment. Et on peut vous donner du matériel pédagogique, évidemment, pour vous entraîner sur ça. Pour la partie synthèse, en fait, à Access et Sésame, vous avez deux épreuves différentes qui n'ont rien à voir, mais je vous les ai mis ensemble parce que l'illustration avec les documents, elle correspond assez bien enfin, ça correspond assez bien à un document pour Sésame ou pour Access. Donc, on va commencer par le concours Access. Au concours Access, vous avez en synthèse de documents 3 heures. Et en 3 heures, vous devez rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%. Donc entre 315 et 385 mots. C'est interdit d'utiliser des connaissances, euh, comment dire, hors corpus documentaire, enfin, oui, des connaissances personnelles. C'est interdit de citer directement les textes. Vous allez avoir un corpus qui va faire 12-13 documents. Allez, disons 12 documents écrits, comme le document 7 que vous voyez là. Et souvent, vous avez un document style une image. OK? Ça fait 13 documents. Il y aura un thème qui est commun qui n'est pas annoncé. Imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Tous les documents vont parler d'intelligence artificielle. Et en fait, ça va être à vous de, dans un premier temps, ficher les textes pour savoir chaque document parle de quoi. OK? Et en fait, une fois que vous avez sur votre feuille, sur vos deux feuilles peut-être, fiché tous vos textes, en fait, en un coup d'œil, vous pouvez voir vraiment de quoi parle tout le corpus. Ensuite, vous allez identifier quels sont les deux ou trois aspects qui sont le plus traités dans le corpus documentaire. Donc, imaginons que c'est sur l'intelligence artificielle. Il y aura peut-être des textes qui parlent de comment l'intelligence artificielle va changer notre manière de travailler, comment l'intelligence artificielle va changer notre manière de réfléchir, et comment l'intelligence artificielle va changer nos modes de vie. Je dis des trucs complètement au hasard. Si vous avez vos trois angles, ensuite, enfin vos trois parties en fait, vous allez ensuite voir quel texte parle de quoi. Donc peut-être que pour la première partie, le document 1, le document 3, le document 7 et le document 9, ça parle de comment ça change notre manière de travailler. Les documents 1 aussi, encore 2, 5, 7, 12, j'en sais rien, ça parle de comment comment ça change notre manière de nous comporter, etc. Quand vous avez fait ça, vous pouvez faire votre plan détaillé et ensuite vous pouvez rédiger votre synthèse. Ça demande une certaine méthodologie qui est très particulière, mais ça se travaille vraiment. Pour l'analyse documentaire du concours Sésame, ça n'a rien à voir. Vous allez avoir 2 heures pour faire, pour étudier. J'ai mis entre 15 et 25 documents, mais c'est pas correct sur la slide. En général, vous allez avoir plutôt 25 textes et une dizaine de documents, type image, type camembert, type euh, des documents iconographiques, quoi. Je parle beaucoup, donc il faut boire quand même. Et donc, du coup, ça fait énormément de documents, énormément d'informations. Si vous lisez comme d'habitude les documents, comme si vous lisez le journal, vous en avez pour 2 heures déjà. OK? Donc là, il va falloir être efficace dans la lecture rapide, dans la recherche d'informations, dans le traitement des questions. Pour les questions, vous avez trois types de questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Donc, les questions de repérage, pour l'analyse documentaire de Césame, si on vous pose des questions, il y a quatre propositions. Exemple, combien de startups d'intelligence artificielle a racheté Apple en 2023? Dans un des documents, il y aura écrit noir sur blanc, Apple a racheté 12 startups d'intelligence artificielle en 2023. Question de repérage, la réponse est directement dans les textes. OK? Vous ne pouvez pas utiliser de raccourci clavier pour trouver l'information, évidemment, mais voilà. Je tiens à vous préciser, les concours se passent à distance pour accéder à Sésame, depuis un ordinateur, depuis votre ordinateur. Si vous avez des questions dessus, je pourrais y répondre après la présentation.
Et ensuite, vous avez les questions de synthèse, les questions d'analyse, pardon. Les questions d'analyse, c'est beaucoup plus technique. Et ça vaut beaucoup plus de points que les questions de repérage. On vous pose une question, on vous propose souvent entre 4 et 6 réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses de correctes. S'il y a 3 réponses de correctes, eh ben, ça veut dire que si vous mettez les 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. 2 bonnes réponses sur 3, 2 tiers des points. Une bonne réponse sur 3, un tiers des points. Si vous avez une seule erreur, même si vous n'avez que des bonnes réponses à côté, c'est zéro. Donc, il faut faire attention à ça. Ça demande d'être un petit peu stratégique dans vos réponses. Et ça veut dire aussi, le fait qu'il y ait plusieurs bonnes réponses, que les bonnes réponses peuvent se trouver dans plusieurs documents, ou pas. OK? Et enfin, vous avez des questions de synthèse. Les questions de synthèse, c'est on a rédigé une synthèse pour vous, et on vous propose, on vous demande de choisir la problématique, de choisir le type des parties. Il y a des trous dans la synthèse, de remplir les trous, OK? Avec des propositions à chaque fois. Tout est une question de nuance. Parfois, il y a beaucoup de réponses qui ont l'air, enfin plusieurs réponses qui ont l'air correctes, mais il y en a une qui est meilleure que les autres. Pourquoi? Parce que elle est plus précise, parce que ça va mieux avec le style de la synthèse, parce que parfois, quand on regarde, par exemple, on nous demande de choisir une problématique, il y en a une, elle va avoir l'air très correcte, mais elle va un peu extrapoler ce qui a été dit dans les textes. Ou il y en a une qui va être un peu réductrice. Et donc, du coup, la bonne, c'est celle qui va viser juste. OK? Mais donc, parfois, il y a plusieurs. Enfin, c'est une question de, comment dire? C'est pas une question que il y a une bonne réponse et les autres réponses sont moins bonnes, sont pas bonnes. C'est qu'il y a une réponse qui est mieux que les autres. C'est pas dire que les autres sont fausses. Ça veut dire qu'elles sont moins bonnes que la meilleure réponse, que la bonne réponse. Et donc, du coup, la synthèse, aussi bien que l'analyse documentaire, ça se travaille sous la forme aussi de stages intensifs, aussi assises par cours. Et en fait, pour les étudiants qui préparent juste Sésame, ils vont faire anglais et analyse documentaire en stage. Ceux qui font juste Access anglais synthèse, ceux qui font les deux, anglais, synthèse, analyse documentaire. Sachant que vous pouvez faire une partie en décembre, une partie en février, enfin, vous pouvez répartir comme vous voulez. Donc, c'est des petits effectifs, et le fait d'avoir des petits effectifs, ça nous permet de bien suivre les étudiants. Donc, à la fin du stage d'anglais, d'analyse documentaire de synthèse, les profs me font un retour spécifique sur les points forts, les points faibles et ce que l'élève pourrait travailler pour continuer de s'améliorer. Ce débriefing, j'envoie aux étudiants et aux parents, et je conseille aux étudiants et aux parents des exercices à faire pour continuer de s'améliorer. Et donc, en fait, on met à disposition des étudiants de Prépa Campus une plateforme avec énormément d'exercices, avec des fiches de révision, avec des sujets complets, avec tout ce qu'il faut pour s'entraîner, en fait, des vidéos de cours, etc. Et donc, du coup, l'étudiant peut continuer de s'entraîner après son stage en travaillant bah, sur ce qu'on lui a conseillé de faire. On lui a fait un plan pour travailler. C'est moi qui le fais d'ailleurs. OK? Et donc, du coup, pour pouvoir faire quelque chose d'individuel, bah, il faut faire des cours en petits effectifs. Ensuite, on a l'épreuve. Donc là, c'est juste pour accès de raisonnement logique et mathématique. Donc, c'est la troisième et dernière épreuve du concours. Accès à l'écrit. Vous avez 2 heures pour cette partie-là. OK? C'est un peu ma partie préférée. Je donne des cours de raisonnement logique et mathématique dans la prépa. Donc, pour la partie raisonnement logique enfin, et mathématique, il y a trois grandes parties pour cette matière-là. Il y a la partie raisonnement logique. La partie raisonnement logique, c'est des exercices différents du lycée. On va vous demander de la réflexion. Ça va faire appel à des outils mathématiques que vous avez pu voir au lycée. Mais en fait, parfois, on peut utiliser des techniques de mathématiques qui sont hors programme, mais qui nous permettent d'aller beaucoup plus facilement aux réponses. Donc, typiquement, je vous ai mis un exemple de question. Vous pouvez essayer de le faire chez vous. Vous pouvez essayer de le faire avec un arbre. Ça va être très, très compliqué. Ou avec un tableau encore plus. Si nous, ce qu'on vous apprend à faire pour ce type d'exercice, qui tombe tous les ans, enfin quasiment tous les ans, sur les 4 dernières années, c'est tombé 3 fois, c'est des diagrammes de veine. On fait un diagramme, on vous explique comment faire un diagramme de veine. Une fois que vous savez faire un diagramme de veine, vous avez 90% des étudiants qui vont réussir à faire l'exercice. Là où, dans la vraie vie, il n'y a que 20% d'étudiants qui arrivent à le faire sur un diagramme de veine. Et ça leur met beaucoup plus de temps que le temps qu'ils ont par question. Ok. On leur apprend d'autres techniques, type des logigrammes, comment on fait pour les questions de menteur-vérité, comment ça fonctionne les syllogismes, enfin, comment ça fonctionne, je ne sais rien, euh, la double proportionnalité, enfin bref. En fait, c'est toujours les mêmes types d'exercices qui reviennent, et en fait, on a plein de techniques qui nous permettent bah, de traiter facilement les questions. Ensuite, dans la deuxième partie, la partie mathématique. La partie mathématique, c'est sur le programme de maths complémentaires sans les suites, sans les limites. Si vous êtes en STMG ou si vous avez arrêté les maths en terminale, je pense que c'est déjà trop tard pour faire passer le concours accès. Pour le concours Sésame, il n'y a pas de problème. Pour le concours accès, c'est compliqué. Si vous êtes en première et que vous êtes intéressé pour préparer les concours, le concours accès, et que vous avez arrêté les maths, c'est faisable. Mais dans ce cas-là, il faut me contacter en tout début d'année pour que je vous explique ce qu'il y a à faire. OK. Euh, et la dernière partie, donc ça ressemble vraiment au lycée, sauf que il n'y a pas de rédaction,
mais par contre, la partie calculatoire est plus poussée. Donc, nous, quand on vous prépare à la partie raisonnement logique et mathématiques d'accès, ça vous aide pour le bac, hein, clairement, et pour votre spec, ou pour vos maths complémentaires. La dernière partie, c'est la partie problème. La partie problème, pareil, ça fait appel à des notions de maths de terminale, mais vous allez aussi avoir, en fait, ces 5 questions qui vont se suivre. Euh, Vous n'êtes pas obligé de répondre forcément à la question précédente pour faire la question suivante, mais parfois oui. Les questions se suivent, c'est sur un thème commun. Et en fait, c'est très intéressant le problème parce que dans un problème, on vous présente toujours des notions de mathématiques ou de finance ou d'économie que vous n'êtes pas censé connaître. On vous les présente, on vous explique comment faire les calculs, enfin ce qu'il y a à faire. Et ensuite, vous devez les réappliquer avec les données du problème et interpréter les résultats. Et donc ça demande de comprendre quelque chose sur le moment, et c'est quelque chose qu'on fait jamais en terminale. Mais par contre, les maths, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit comprendre, donc je trouve ça hyper intéressant. Pour vous préparer au problème, on n'essaie pas de deviner ce qui va tomber au concours. On essaie de vous préparer, de vous habituer à cette gymnastique intellectuelle de réutiliser nos notions que vous venez de découvrir. Si vous arrivez à le faire en entraînement, vous arriverez à le faire le jour J, il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, si vous êtes familier avec cette gymnastique intellectuelle, ça va rouler pour vous pendant le problème. La partie raisonnement logique et mathématique, enfin, je pense d'ailleurs les maths en général, ça ne se travaille pas sur une semaine. Ça se travaille dans le temps. Si vous n'êtes pas bon en maths, une semaine après, vous ne serez toujours pas bon en maths. De toute façon, le programme, il est hyper dense, enfin, il est quand même assez dense, et donc sur une semaine, c'est trop court. Et donc pour travailler ça, en fait, on travaille sous la forme de cours hebdomadaires. Et donc tous les samedis, de 14 heures à 16 heures, à partir de début janvier jusqu'au concours, on vous fait des cours de 2 heures de raisonnement logique et mathématique pour Access. Ça nous permet de revoir tout le programme, ça nous permet de vous suivre dans le temps, et ça fait aussi que si vous avez des difficultés, on a le temps de retravailler dessus, même en dehors des cours avec vous, de vous aider. D'ailleurs, c'est moi qui vais retravailler dessus avec vous si vous avez des difficultés. Et je ne vous fais pas payer, hein. Je vous prends 1 heure en individuel pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris, et c'est pas payant. Mais c'est comme ça que ça marche pour avoir des bons résultats. OK? Et donc, ces cours-là, ces cours hebdo, ça se fait uniquement à distance. OK? Pour tout le monde. Donc ça commence en janvier et il n'y a pas cours juste pendant les 2 semaines de vacances de février. Il y a 2 semaines de pause, mais sinon on va jusqu'au concours. Pour Sésame, la partie raisonnement logique et mathématique, ça va être, c'est la partie raisonnement, pardon, ça réunit 3 matières. Je l'ai mis sous la forme raisonnement, mais en fait, c'est 3 matières différentes. C'est les maths, le français et les compétences digitales. En fait, avant, ils avaient dans la partie raisonnement aptitude numérique, logique, aptitude verbale. Donc c'était maths, français, logique. Maintenant, il n'y a plus la logique, il y a compétences digitales à la place. OK? En fait, nous, on a gardé la structure parce que ça fonctionne très bien. En fait, maths, français, compétences digitales, c'est les cours hebdo de Sésame. Entre janvier et mars, c'est 2 heures. C'est le dimanche cette fois-ci, mais de 11h15 à 13h15. OK? En maths, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. C'est QCM, ça n'a rien à voir avec le lycée. Même si vous êtes en STMG, si vous arrêtez les maths, il n'y a pas de problème. C'est trop différent du lycée. C'est plutôt des petits problèmes de réflexion. Je vous donne un exemple ici. Par exemple, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur le trajet aller, c'est 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Je vous donne 30 secondes pour réfléchir. Il y a 80, allez, un bon 80% des étudiants qui fait l'erreur et qui dit la bonne réponse c'est 62,5 km/h. Ils font 25 plus 100 divisé par 2. C'est faux. Si le trajet il fait 100 km, à l'aller, vous faites du 25 km/h, vous mettez 4 heures. Au retour, vous faites du 100 km/h, vous mettez 1 heure. En tout, vous avez fait 4 plus 1, vous avez fait 5 heures de trajet pour faire 200 km. 200 divisé par 5, c'est 40 km/h de moyenne. Réponse A. C'est exactement le type de problème que vous pouvez avoir au concours Sésame. OK? Vous voyez, c'est très différent de ce qu'on voit au lycée. Et en fait, il y a plein de techniques. Enfin, en fait, il est très bien défini le programme. Et si on revoit bah, toutes les techniques, tout ce qu'il faut savoir pour le concours, vous pouvez tout faire. Mais sinon, très vite, on peut se laisser piéger et se rater. En français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Vous allez avoir beaucoup de grammaire, un petit peu de vocabulaire, type l'élocution latine, type les expressions de la langue française, type synonyme, antonyme, des questions type synonyme, antonyme. Et vous allez avoir un peu de littérature, type les courants littéraires. Enfin, quand je dis littérature, oui. Vous allez avoir les courants littéraires, vous allez avoir les figures de style, vous allez avoir les auteurs, les classiques un petit peu à connaître. Type un peu ce que vous avez au bac français en réalité.
OK? En compétences digitales, ça ressemble plus à ce qui se fait dans la certification PIX. Vous allez avoir des algorithmes, pas très poussés, je vous rassure. Vous allez avoir les formules sur Excel ou les fonctions avancées sur Word, PowerPoint, etc. Enfin, logiciel de traitement de texte, tableur, etc. Vous allez avoir la sécurité, sécuriser son environnement informatique. Vous allez avoir les différents types de menaces en ligne, hein, virus, spyware, etc. Ransomware et tout. Vous allez avoir aussi le coût écologique un petit peu et les bonnes pratiques même en termes de enfin, informatique. OK? Et vous allez avoir une partie aussi base de données, une partie IA, une partie environnement numérique en général. OK? Donc très très différent de ce que vous avez au lycée. Donc ça, pareil, donc ça, maths, français, compétences digitales, c'est les cours hebdo de Sésame qu'on travaille entre janvier et mars. La dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains, c'est que pour le concours Sésame, mais aux oraux de l'accès, ça sert. Donc c'est pour ça que même les étudiants qui font accès, on leur donne accès à ce cours-là, parce que ça leur sert pour les oraux. Vous avez, en enjeux contemporains, 30 minutes pour faire 40 questions. C'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Et donc pour travailler ça, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des fiches de révision aux étudiants. Et on fait 8 séances d'1 h 30 qui sont les week-ends, entre janvier et mars aussi. Donc, c'est pas toutes les semaines, mais en plus de vos cours hebdo, vous avez de temps en temps des cours d'enjeux contemporains. Et en fait, il y aura une séance, ça va être les technologies. Une séance, ça va être la politique en France. Une autre séance, ça va être l'économie. Une autre séance, ça va être la géopolitique internationale, etc. Et donc, il y aura 7 séances comme ça. Et la huitième séance, ça reprend toutes les actualités qui sont passées entre janvier et mars sur les séances qu'on a déjà faites. OK? Et donc, une fois qu'on revoit tout ça, ça nous permet de pouvoir répondre à toutes les questions. Le but, c'est pas de vous faire apprendre des dates par cœur. Le but, en fait, c'est que vous soyez capable de comprendre l'actualité pour pouvoir répondre aux questions dessus. C'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus ludique et c'est beaucoup plus participatif de faire comme ça. On n'est pas en train de faire gratter comme des malades, mais plus on vous fait participer au sujet. Donc, quand on parle d'un conflit, on va voir par exemple quelles sont les différentes parties prenantes, comment elles sont reliées les unes par rapport aux autres, quels sont les intérêts de chacun. Et si vous arrivez à comprendre tout ça, en fait, vous serez capable de répondre aux différentes questions qu'on vous posera sur le conflit. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités. La première chose, c'est que vous pouvez vous entraîner sur l'application Prépa Sésame du concours Sésame. Il y a des exercices, mais c'est assez incomplet. Par contre, c'est bien fait. Honnêtement, c'est bien fait, mais c'est assez incomplet. Je vous donne un exemple. Si vous faites un petit test de mathématiques, vous pouvez essayer de le faire parce que vous pouvez y avoir accès dès maintenant. Si vous faites un petit test de mathématiques, vous faites 10 questions sur la plateforme. Si vous en lancez un deuxième derrière, vous allez avoir 10 nouvelles questions. Et sur les 10 nouvelles questions, bah, il y en aura déjà 3 ou 4 que vous aurez déjà fait. Donc, vous allez vite tourner en rond. OK? Pour Access, ils n'ont pas réussi à faire d'application depuis toutes ces années. Par contre, ils mettent à dispo leurs annales sur leur site. Et je vous invite vraiment à les télécharger, à les regarder. Ça vous montre le niveau attendu. Faut pas flipper hein, si vous n'avez pas fait l'exercice et si vous trouvez ça très dur, c'est normal. On est au mois de novembre, vous n'êtes pas censé être prêt en novembre, il faut être prêt en avril. Euh, Information importante, le programme en mathématiques, il a changé en 2021, ce qui fait que dans les annales que vous téléchargez avant 2021, il y a des exercices qui sont plus à jour et qui sont plus demandés. Je ne sais plus si ça change en 2020 ou 2021, mais ça a changé dans ces années-là, 2021, je crois. OK? Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Oui, les annales, le problème, c'est que les corrections, elles ne sont pas détaillées. Et donc, on a eu l'autorisation cette année du concours accès pour nous publier sur notre site des corrections détaillées du concours, enfin des annales vidéo. On ne l'a pas encore fait, mais au fur et à mesure dans l'année, on va publier des corrections vidéo qu'on mettra sur notre site. Et donc, du coup, en fait, vous pourrez vous entraîner sur les annales avec des corrections détaillées depuis chez nous, chose qui n'est pas possible depuis le site d'Access. Il y a aussi des livres qui existent pour se préparer. Franchement, je ne vous les conseille pas trop. Ils ne sont pas du tout à jour. Donc, les mieux, ça reste le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access. Vous avez aussi la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Accès. La partie cours, elle peut être intéressante dans certaines matières et encore, mais les exercices, ils les mettent jamais à jour. Et sauf que le concours et les concours, ils ont tellement évolué depuis plusieurs années que, en fait, c'est parfois beaucoup trop loin de la réalité. Pour vous entraîner, vous pouvez aussi suivre des comptes Insta en ligne. Il y a BBC Learning English. Moi, je trouve ça super pour apprendre des petites choses en anglais qui vont vous être vraiment utiles pour les concours depuis votre lit. Pour les actualités, Hugo Décrypte, c'est très bien, mais il y a des podcasts comme L'Heure du Monde, par exemple, où il y en a plein d'autres, hein, d'ailleurs, pour suivre l'actualité.
Pour la partie raisonnement, sur le site de Prépa Campus, il y avait pas mal d'exercices qui étaient mis aussi, donc vous pouvez les utiliser. Euh, et sinon, il y a Ed Academy. C'est plus une chaîne YouTube. C'est un peu concurrent. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment concurrent, mais c'est deux frères qui sont profs de maths, qui donnent des cours de maths, et je trouve que c'est hyper bien fait ce qu'ils font. C'est pas ciblé sur les concours Access ou Sésame, mais vous pouvez apprendre des choses qui peuvent vous être utiles pour les concours, et ça peut vous aider aussi pour le lycée. Moi, je trouve ça super intéressant et très bien expliqué. Sinon, pour les étudiants de la prépa, bah, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, on a une plateforme avec du contenu réservé. Et donc, vous avez des vidéos de cours bah, pour tous les cours de toutes les matières. Vous avez des exercices corrigés avec des corrections PDF et des corrections vidéo. Vous avez des fiches de révision pour toutes les matières aussi. Et vous avez des sujets complets pour vous entraîner en conditions concours. Et pareil, corrections PDF et corrections vidéo. Donc c'est très très complet. Si vous êtes inscrit à la prépa, vous n'avez pas vraiment besoin d'autre chose. C'est bien juste de faire des annales peut-être à la fin de votre préparation par Sésame ou Access en plus, quoi. Mais honnêtement, il y a tout ce qu'il faut. Euh, du coup, si vous souhaitez vous préparer au concours avec nous, donc du coup pour Sésame, c'est ce que je vous ai expliqué, vous avez des cours hebdomadaires le dimanche de 11h15 à 13h15 à distance. Vous avez un stage d'anglais et d'analyse documentaire que vous pouvez faire en présentiel sur Métro République à Paris ou à distance. Et vous avez 8 séances d'enjeux contemporains qui sont à distance aussi les week-ends. Soit c'est le samedi à 11h, soit le dimanche à 18h. C'est le même cours. Vous participez au cours que vous préférez. C'est comme vous voulez. Vous avez accès aux deux. Mais c'est le même. Pour Access, ça va être des cours hebdo. Ça va être raisonnement logique et mathématiques les samedis de 14 à 16h. Stage intensif anglais synthèse et module d'enjeux contemporains inclus. Si vous faites Access Sésame, bah, vous allez au cours hebdo d'Access et de Sésame. Vous avez le stage intensif, ça va être anglais synthèse et analyse documentaire. Et vous avez toujours les enjeux contemporains. Comme je vous l'ai dit, après les stages intensifs, vous avez toujours un débriefing par mail qui vous dit tout ce que vous devez faire pour continuer de vous améliorer sur les matières qu'on a travaillées en stage intensif. Si vous avez des difficultés pendant les cours hebdomadaires, il faut voir ça directement avec moi ou avec vos profs aussi. Vous pouvez vous poser toutes vos questions avec vos profs, mais moi, je peux vous reprendre en individuel en dehors des cours pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris et je ne vous fais pas payer. Sur tout ce qui est dossier, Parcoursup, questions sur les écoles, etc., c'est directement avec moi aussi et je corrige vos lettres sur Parcoursup. Je vous donne plein de conseils sur comment appréhender la partie Parcoursup. Je vous dis aussi quelles sont les échéances à ne pas rater pour pouvoir passer les concours, enfin, quels sont tous les points importants à faire. Et il y a des trucs à faire. Et c'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous préparez avec nous les concours, vous mettez 5 écoles pour César, vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. Et pour Access, si vous mettez 3 écoles et vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. L'année dernière, 100% de nos étudiants ont eu un de leurs temps premiers choix sur Sésame et sur Access. Donc, on n'a remboursé personne, tant mieux. Et notre taux de réussite pour l'ESSEC, c'était 25%, là où le taux national était 8%. Sur le Lyon, c'était 91%. Et sur les autres écoles, c'était entre 97 et 100% à chaque fois. Pour Access, on a eu 65% de réussite à l'IESEG. En fait, les dossiers comptent pas mal pour l'ESSEC et pour le Lyon. C'est ce qui fait qu'on n'est qu'à 25% sur l'ESSEC. C'est qu'en fait, si vous avez un dossier en dessous de 14, c'est quasiment impossible de rentrer à l'ESSEC. C'est pas complètement impossible. On en a eu quelques-uns l'année dernière parce qu'ils ont eu des 17,5 de moyenne au concours, mais c'est très compliqué. Pour le concours Access, on a eu 65% de réussite à l'IESEG, 97% à l'ESCA, 100% à l'ESDES. Voilà. Donc, si vous voulez savoir ce que disent les gens de nous, je n'ai pas mis à jour la slide, mais juste tapez Prépa Campus sur Google. J'en suis très fier. Donc, tapez juste Prépa Campus sur Google. Vous allez voir les avis et vous verrez ce que les gens pensent vraiment de nous. Je peux peut-être vous partager une petite chose. Je ne sais pas où je l'ai mis. Là. Je vous le mets dans le chat aussi, comme ça vous l'avez. On a créé un simulateur qui vous permet de savoir, en fonction de vos notes, à quel. Ah mince, ça ne copie pas le texte, hein, c'est bizarre. Ça a mis une photo. Est-ce que je peux vous remettre le truc? Attendez, je vais vous donner le simulateur, c'est franchement c'est intéressant. Euh, Attendez. Voilà, pardon. En fait, on a créé un simulateur, je vous l'ai mis dans le chat. Vous pouvez rentrer vos notes et vous pouvez savoir à quelle école vous pouvez prétendre si vous réussissez bien vos concours. Ok. Et même, ça vous donne les écoles un peu hors concours, EDEC, euh, SCP, etc. Donc, ça peut être intéressant pour vous si vous le souhaitez. Euh, Sinon, voilà, si vous êtes intéressé pour vous préparer avec nous, vous pouvez juste scanner le QR code pour prendre rendez-vous avec moi. Ou alors, si vous êtes en première, vous pouvez aussi scanner le QR code et vous inscrire sur la liste d'attente. On limite nos places dans les préparations. En fait, pour bien suivre les étudiants, on se limite à 250 étudiants par an, maximum. Et là, on a dépassé les 200 étudiants. On est entre 200 et 210 étudiants. Ce qui fait qu'en gros, on prend encore.
une petite quarantaine d'étudiants, et après, on arrête les inscriptions sur toute l'année. OK? Pour vos cours, hein, sur vos cours Accès Sésame, vous allez être environ 25 par cours. Sur les cours hebdo, sur les stages intensifs, vous serez 6. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, bah, je vous invite à pas trop perdre de temps avant de prendre contact, hein. Vous pouvez bien sûr, enfin, il faut tout quand même réfléchir. Il reste une quarantaine de places en tout sur Accès, si on cumule tout, mais on n'ira pas plus haut. C'est moi qui vous suis directement, donc je ne peux pas suivre plus que 250 étudiants sur l'année. Après, on perd en qualité, donc c'est pas ce qu'on veut, donc on s'arrête là. Euh, Si vous avez des questions maintenant, c'est peut-être le moment de les poser et je vais prendre le temps de répondre à tout le monde de manière détaillée, précise. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et je limite 3 fois le simulateur. Juste pour info, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez aussi, je vous mets mon numéro de téléphone, vous allez le retrouver de toute façon, je vais vous envoyer par mail demain le replay de la conférence, pardon. Les slides, et en fait, bah, vous aurez le lien pour prendre rendez-vous, etc. Enfin, tout sera clean, évidemment. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions. En général, les premières questions, les gens font leur timide, et après, tout le monde se lâche à poser ses questions perso, et donc je suis là pour ça, donc n'hésitez pas. Marie demande comment faites-vous pour suivre autant d'étudiants? Bah, en fait, 250 étudiants, ça vous paraît beaucoup, mais comme c'est 50% de mon temps à peu près le suivi des étudiants, voire plus, parce qu'une fois que les inscriptions sont terminées, en fait, là j'ai beaucoup de rendez-vous d'inscription tous les jours, mais une fois que les inscriptions sont terminées, bah, en fait, mon temps qui était dédié aux inscriptions devient du temps dédié au suivi, en fait. Là, les préparations sur l'année, tout est programmé, les profs, ils sont bookés, tout est fixé. Et donc, du coup, quand je suis des étudiants, quand les étudiants, ils ont des questions, ou les étudiants ou les parents, ils ont des questions sur les concours, ils ont des questions sur les écoles, etc., en fait, ils ont la possibilité de prendre des rendez-vous de 30 minutes avec moi, ou parfois on peut même prolonger. Et en fait, bah, des rendez-vous de 30 minutes, je peux en prendre une dizaine dans la journée sans problème. Et tout le monde ne va pas avoir tout le temps beaucoup de questions. En fait, sur les 250 étudiants, les gens ils vont faire appel à moi entre 2 et 6, 7 fois dans l'année à peu près pour me poser des questions. 6, 7 fois dans l'année, ça veut dire que je les suis enfin, je vous suis entre janvier et avril, je vous vois toutes les 2 semaines. OK? Et donc en fait, bah, comme mon temps il est dédié à ça, bah, je prends le temps de faire ça. Et pour vous faire des débriefings complets, par exemple, sur comment ça se passe, les stages, etc., en fait, c'est les profs qui m'envoient enfin, on a un système avec lequel ils m'envoient leur feedback sur chacun des étudiants, mais comme ils sont que 6 parcours, en fait, l'information, elle remonte jusqu'à moi. Moi, j'ai l'information sur chacun des étudiants. Je vous envoie le débriefing. Mais pourquoi c'est moi qui vous envoie le débriefing? C'est parce que moi, je veux voir qu'il y a des difficultés, qu'il n'y en a pas, etc. Comme ça, bah, je peux aussi être proactif parfois en disant aux gens, bah, viens, on s'appelle, j'ai envie de savoir pourquoi ça se passe mal sur ça. Viens, on met en place un plan pour travailler, etc. Pour que bah, quand l'information, en fait, elle remonte, je puisse directement traiter avec les étudiants. Mais donc, du coup, ça se fait assez bien. Mais ça reste quand même assez chargé. Quand les résultats Parcoursup ils tombent, en fait, sur la semaine qui suit, bah, je prends allez, peut-être 20 rendez-vous par jour parce que les gens, ils ont des questions sur quelle école je devrais choisir, etc. Et donc, du coup, bah, sur une semaine ou je vais voir une centaine d'étudiants, en fait. Mais c'est intense, mais c'est la partie que j'aime bien, moi, la partie contact avec les étudiants, avec les parents. Donc, c'est ça mon boulot, en fait, dans la prépa. Pendant tout l'été, je prépare toute l'année suivante. Et une fois qu'on est dans l'année, je suis dédié aux étudiants et aux parents. Si vous avez d'autres questions, donc vous allez voir, là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, mais en fait, à partir du moment où les inscriptions sont terminées, les gens, ils peuvent juste m'écrire, vous avez mon numéro perso, et les gens, ils m'écrivent en dehors des cours. Et pour toutes les questions sur les cours, etc., vous avez le numéro perso de tous vos profs, et vous avez aussi le numéro perso des profs que vous avez eu en stage intensif. Ce qui fait qu'un étudiant, s'il veut s'entraîner à la synthèse de documents, à avoir une correction, il envoie sa synthèse à son prof, et le prof fait une correction après détaillée. Et c'est gratuit, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais pour vous donner un exemple, juste à titre d'exemple, juste aujourd'hui, alors qu'on est en tout début, juste avant la conférence, j'étais en rendez-vous avec un papa. Juste avant, je donnais un cours aux étudiants, à des étudiants. Et juste encore avant, j'étais en train de donner un cours gratuit à une étudiante qui avait des difficultés en mathématiques.
Et je ne lui fais pas payer, évidemment. Ça fait partie du suivi. Et avant-hier, j'ai donné aussi un cours gratuit à une autre étudiante. Et lundi aussi. Voilà, vous voyez? Ça me prend, ça m'a pris les 45 minutes tous les jours. C'est pas tout le monde qui demande. Du coup, Marie demande, j'ai quelle formation? Donc moi, ça date d'il y a longtemps, hein, ma formation. J'ai eu mon bac en 2009. Donc j'ai presque le double de l'âge de vos enfants, déjà. Et j'ai été à Dauphine. J'ai fait une licence de gestion à Dauphine, un master de finance à Dauphine, parce que j'étais très matheux, moi. Et ensuite, après mon master de finance, en fait, je n'aimais pas travailler dans le domaine de la finance. Enfin, ça me plaisait moins quand je fais mes stages. Donc, j'ai fait des admissions sur titre. Je suis rentré à l'ESSEC en première grande école. J'ai fait 3 ans à l'ESSEC. Et quand j'étais à l'ESSEC, j'ai commencé à préparer des étudiants au concours Accès Sésame. Et en fait, ma dernière année à l'ESSEC, j'avais une vingtaine d'étudiants quand même. Alors, c'était complètement amateur hein, à l'époque. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit, bah, peut-être que j'adore ça. Je sens que je suis doué là-dedans. Sans trop travailler enfin, sans trop chercher, mais juste au bouche-oreille, j'ai quand même fini avec une vingtaine d'étudiants. Peut-être que je devrais me lancer là-dedans et je pourrais en vivre. Et en fait, en effet, dès ma première année, j'en ai vécu hein, de prépa campus. Et après, là, ça fait 7 ans que c'est devenu mon métier à temps plein et que j'en vis, quoi. Ça fait 7 ans que j'ai terminé en fait. Les secs, c'est 8 ans en réalité que j'ai terminé les secs. Je fais une année de séjour où j'ai voyagé et après j'ai commencé à travailler. Voilà pour mon parcours. Et donc, du coup, ça fait une dizaine, ça fait 11 ans maintenant, 10 ans que je prépare ce concours. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions sur vos cas, hein. Après, je vous laisse tranquille, ne vous inquiétez pas, mais je vois vous êtes plus timide que d'habitude. Alors, soit j'étais très très clair, ce qui serait génial, soit je me dis j'ai affaire à des gens qui se sont pas lâchés encore, qui peut-être n'ont pas osé poser leurs questions vraiment spécifiques. Que conseillez-vous pour aider nos enfants à bien les orienter? Bah, je vous conseille de vous renseigner. Vous pouvez faire des salons, vous pouvez faire appel à des conseillers d'orientation hein, si besoin. Euh, Si c'est vraiment sur le choix des écoles, le choix des masters, etc., ça, je peux vous aider. Enfin, si c'est sur les études de commerce, je peux prendre un quart d'heure juste pour vous expliquer c'est quoi la différence entre plusieurs formations. Je le fais, il n'y a pas de souci, hein, je ne vous ferai pas payer. Euh, Il y a ça, faire les salons, aller à des journées portes ouvertes aussi. C'est bien. Et je vous conseillerais de commencer à vous intéresser au sujet assez tôt, en fait, pour pas découvrir tout l'année terminale si possible. Voilà. Mais après, comment dire, si vous avez besoin de quelques conseils, n'hésitez pas. Je prends 15 minutes de mon temps pour vous conseiller et vous aider. Et je le ferai, c'est pas, y a pas de problème. Je vous ferai pas. Enfin, si c'est pour vous aiguiller, je pourrais le faire. OK? En fonction de votre cas. Bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et on en parlera. Il y a pas de souci. Les tarifs, pourquoi? Les tarifs pour les préparations? Les tarifs pour les préparations, je vous les ai mis ici. C'est 1 490 € pour Sésame. Ah oui, pour Accès Sésame, excusez-moi, il manque le tarif, c'est 2 490 €. Et sinon, pour juste vous donner quelques conseils, c'est gratuit. OK? Je ne fais pas payer les gens. En fait, déjà, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une prépa. Maintenant, si les gens ils ont des, comment dire, des questions, moi l'information, je l'ai. Prendre 15 minutes de mon temps pour aider quelqu'un, je le fais parce que je suis gentil. Il y a pas, il y a aucun souci là-dessus. Et en réalité, je pense que mon rôle, c'est d'aider les étudiants. Et si je le fais pas, je ne sers à rien en fait un petit peu. Donc, même les étudiants qui ne sont pas de la prépa, pour répondre à quelques questions, je le fais. Je vais pas corriger leur lettre Parcoursup. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Bah, comment me contacter pour les conseils? Bah, vous pouvez juste scanner le QR code ici, prendre rendez-vous avec moi. De toute façon, vous avez mon numéro. Vous allez recevoir le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Prenez rendez-vous à ce moment-là et vous me dites, précisez dans le thème que vous avez quelqu'une femme, même pas, vous ne me précisez même pas. On s'appelle, vous me posez vos questions et je le prendrai le temps pour vous. C'est pas un truc de fou, quoi. Voilà. Je ne vais pas passer 2 heures à vous expliquer toutes les formations, etc. parce que c'est pas mon rôle. Mais par contre, vous donner des conseils, vous orienter vers les bonnes personnes ou même si ça se trouve, c'est pas forcément long en fait. Je le fais, il n'y a aucun souci.
Et tous les jours, il y a des étudiants qui m'appellent parce qu'ils me disent est-ce que je devrais faire ci ou est-ce que je devrais faire ça? Et en fait, je vous dis sincèrement ce que vous devez faire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, chez Prépa Campus, comme on se limite à 250 étudiants, en fait, on est sûr d'être complet tous les ans. Donc, on n'a pas ce truc de devoir absolument toujours recruter plus, faire plus, faire plus, faire plus. En fait, on sait qu'on va être complet. Et donc, du coup, on doit communiquer quand même un minimum. C'est normal, c'est le métier. Mais on n'est pas obligé d'être tout le temps à se dire. Enfin, je sais pas mal, comment dire. Si c'est pas dans votre intérêt un truc, je vous dirai ce que je pense. Et de toute façon, ça se verra. Enfin, comment dire. Je vais, je vais pas essayer de vous vendre un truc à tout prix, je m'en fous. Si vous venez, c'est bien. Si vous venez pas, c'est pas très grave. Des étudiants, il y en a plein d'autres. Et de toute façon, on sera complet. Donc, qu'on soit complet le 30 novembre ou le 5 décembre, franchement, ça change rien pour moi. Pour être tout à fait transparent avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je m'en fous de prendre. Enfin, ça me va très bien de prendre 15 minutes pour vous aider, parce que si je peux le faire, je le fais, et voilà. C'est pas quelque chose de fou. Marie, faut-il faire l'appel avec notre enfant? Alors, si vous avez la possibilité, c'est l'idéal. Si c'est compliqué, il faut que vous ayez les bulletins de votre enfant avec vous. OK? Donc, accès à Pronote, c'est très bien. Comme ça, parce que moi, je vais vous poser des questions. Ou, si vous voulez y répondre, enfin, c'est mieux que, comment dire, que vous ayez les informations, sinon on devra replanifier l'appel. Ou sinon, il faudra que j'appelle votre enfant derrière. OK? Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le simulateur si vous voulez juste voir, avoir une petite idée de quelles sont les écoles que vous pourrez avoir. C'est pas une vérité absolue, c'est un simulateur, c'est quelque chose d'automatique et voilà. Mais ça donne un bon aperçu, disons. Peut-on participer au concours avec seulement des spé scientifiques? Oui. C'est- Autant pour les concours Ingé, si vous ne faites pas les spé scientifiques, c'est très embêtant. Autant pour les concours commerce, ça, c'est pas un problème. Ah oui, Hélène demande, faites-vous des préparations pour les oraux? C'est une très bonne question, j'ai complètement oublié d'en parler. Alors oui, on fait des préparations pour les oraux, c'est en plus des préparations aux épreuves écrites. Donc pour se préparer aux oraux, juste pour vous dire, c'est 3 séances pour un étudiant qui est à l'aise à l'oral, 5 séances pour un étudiant qui a des difficultés. C'est pas obligé de se préparer avec nous, hein. C'est des séances qui sont individuelles parce que c'est la seule bonne manière de se préparer aux oraux. C'est avec un prof qui est jury d'admission soit en école, soit en prépa. C'est 120 euros la séance qui dure entre 1h30 et 2 heures. Et donc, du coup, il faut prévoir comme budget pour les euros 360 euros si vous faites 3 séances ou 600 euros si vous faites les cinq séances. OK? Voilà. On a 100% de réussite aux euros. Pour les gens qui font la préparation, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Mais c'est quelque chose qui est en plus parce que tout le monde n'en a pas besoin et parce que c'est des cours individuels. Et donc, entre une personne qui fait 3 et une personne qui fait 5 séances, évidemment, c'est pas pareil. OK? Et en plus, avec des profs qui ont une vraie qualification hein, sur le sujet, du coup, vu qu'ils sont jurys en école ou en prépa. Et on a tous la même méthodologie, par contre, qui est commune entre les différents profs. Si un étudiant il n'est pas prêt au bout de 5 séances, je ne leur fais pas payer la sixième ou la septième séance. C'est moi qui les prends en individuel parce qu'on n'envoie pas un étudiant qui n'est pas prêt. Donc, c'est moi qui les prends pendant les séances supplémentaires et c'est gratuit pour le coup, les séances 6, 7, 8. Ça correspond honnêtement à 4% des étudiants, 5% des étudiants tous les ans qui ont besoin que je les aide en plus. C'est même parfois moins. C'est 5 étudiants par an en fait. C'est même moins que 5%. Du coup, c'est plus d'étudiants. Mais bon, quand il y en a qui ont besoin, je le fais. Et dernière chose, donc de toute façon, si on vous envoie, c'est que vous êtes prêt. Enfin, si on vous dit, quand on vous dit que c'est terminé, que c'est bon, c'est que c'est bon. Si c'est pas bon, on vous le dit aussi. Dernière chose que je dois vous dire sur les oraux, donc 100% de réussite. Ah oui, c'est au mois de mars que je commence à vous parler des oraux et on vous prépare au mois d'avril. Ça sert à rien de vous préparer maintenant aux oraux, évidemment. Donc c'est après les épreuves écrites qu'on commence à préparer les épreuves orales. En 2 semaines, vous pouvez être prêt, il n'y a aucun problème. Y a-t-il d'autres questions? Et la préparation aux oraux, en fait, quand vous êtes dans la prépa, vous êtes sûr d'avoir votre place si vous la demandez. Mais par contre, on ouvre très très peu aux étudiants en dehors de la prépa. Parce que en fait, c'est juste que j'ai pas envie que les profs ils soient surchargés, tout simplement, pour qu'ils puissent bien suivre les étudiants. Donc, un prof, il va avoir entre 3 et 8 élèves maximum. Voilà. Pouvez-vous remettre le QR code? Si vous voulez en fait prendre rendez-vous avec moi, de toute façon, je vais vous envoyer le lien tout de suite ici, comme ça c'est fait. Euh, hop, attendez, ça va être celui-ci. Attends, c'était pas le bon, heureusement je l'ai pas fait. Copier le lien. Prendre rendez-vous avec moi. Hop, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat. C'est peut-être plus simple comme ça.
OK? Et pour vous mettre sur la liste d'attente, vous pouvez scanner le QR code de la liste d'attente. Ça, c'est pour les étudiants en première. En fait, ceux qui se mettent sur la liste d'attente, c'est juste qu'ils vont recevoir un mail quand on ouvre les préparations en juin et ils ont comment dire, des conditions avantageuses parce que c'est les premiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous envoie tout par mail demain, le replay, les slides et le lien pour prendre rendez-vous, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Euh, Vous pouvez vous amuser avec le simulateur si vous voulez, hein, si ça vous intéresse, comme ça vous pouvez voir voilà, les écoles auxquelles vous pouvez prétendre. Et qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez des questions, bah, vous m'écrivez par mail en fait. Quand je vous envoie les mails, en fait, tous les mails que vous recevez Prépa Campus, vous appuyez sur répondre, vous me répondez à moi directement. C'est fait exprès pour que je sois accessible. C'est moi votre contact avec l'extérieur. Pour vous dire, hein, dans la prépa, on est une quarantaine de profs, hein, une cinquantaine de profs peut-être. On est une dizaine de profs à donner des cours hebdomadaires, selon les formules. Ils sont une vingtaine à donner cours sur les stages intensifs. Et on est une quarantaine pour les oraux. Voilà. Bonne soirée tout le monde. C'est un plaisir. Au revoir.